Je voudrais d'abord vous donner des nouvelles du front. Je reçois chaque semaine depuis Bruxelles les éphémérides qui racontent ce qui se passe en particulier dans les Grands Lacs et tout particulièrement dans l'est de la RDC. Il y a 3 semaines, le baromètre sécuritaire du Kivu indique que plus de 200 personnes ont été tuées dans les provinces du Kivu. Cette semaine, les attaques de l'ADF ont eu lieu contre une position militaire dans le territoire de Béni où plusieurs dizaines de personnes ont été massacrées dans de nouvelles tueries perpétuées par les groupes armés, l'armée tentant de rassurer les populations. Toujours dans le Nord Kivu, des affrontements ont eu lieu entre les FARDC, c'est-à-dire l'armée congolaise, et le groupe Mai Mai dans les territoires de Lubero où un centre hospitalier a été attaqué. La semaine suivante, c'est-à-dire il y a 2 semaines, alors que les FARDC avaient annoncé un anéantissement, le groupe ADF a mené des attaques dans la région de Béni, à la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu. Toujours au Nord Kivu, des affrontements ont eu lieu entre les groupes armés Nyatura et le NDC rénové dans le territoire de Massissi. Dans la province de l'Ituri, les groupes armés ADF se sont également signalés par l'attaque d'un village près de Bunia. 5 civils ont été tués. La semaine dernière, le HCR a dénombré plus de 5 millions de déplacés en République démocratique du Congo, ce qui représente la plus importante situation de déplacement interne en Afrique. La semaine dernière, on notait au Nord Kivu une incursion de groupes armés Hutus Nyatura dans le territoire de Walikale. Enfin, hier, on relève la poursuite de massacres et de déplacements de population induits par les attaques de miliciens ADF dans la région de Béni au Nord Kivu. Par ailleurs, des Mai Mai ont attaqué pour la 4e fois la centrale alimentant les villes de Butembo et de Béni, les privant ainsi d'électricité. Au sud Kivu, les affrontements se poursuivent entre Mai Mai et miliciens à Banyamulenge sur les plateaux du Minyembe. Dans cette même province, une quarantaine de Mai Mai opérant dans les territoires de Mwenga se sont rendus au FARDC. Ainsi de suite. Chaque semaine, depuis que j'ai quitté ce formidable pays qu'est la RDC, en 2011, je reçois ce type de messages qui sont tous de nature identique et qui démontrent qu'il y a une violence absolument hallucinante dans les territoires du Kivu. Attendez, je vais essayer de passer. Ça ne marche pas très bien. Dans les territoires du Kivu et dans l'Ituri. Je voudrais juste faire une petite mention à propos du docteur Mukwege, que j'ai bien connu évidemment, et j'ai eu l'honneur de lui remettre les insignes de la Légion d'honneur quand j'étais ambassadeur en 2009 au nom du gouvernement français. C'est une personnalité tout à fait exceptionnelle, bien évidemment, et peut-être ajouter que la France a porté un appui à son hôpital, et notamment, on a aidé à la mise en place d'avant-garde médicale permettant d'intervenir très près des populations, surtout des femmes qui étaient victimes de violences sexuelles, de façon à ce que celles-ci, les médecins comprendront mieux que moi, elles puissent être prises en charge très très rapidement, de façon à éviter les séquelles qui pouvaient résulter de ces violences. Et la violence était telle qu'il fallait qu'on renouvelle ces équipes médicales en permanence et leur donner un appui psychologique, tellement cette violence était très forte. Mais à 50 km de l'hôpital du docteur Mukwege, il y a un hôpital, l'hôpital du Siriri, qui était tenu par une Française, 71 ans, Marie-Joseph Bonnet, chirurgienne, depuis 40 ans en RDC, qui a refusé que je lui remette la Légion d'honneur, par pudeur. Elle est restée totalement ignorée de tout le monde, sauf de l'ambassade et de ses services. Comme elle était victime des délestages d'électricité et qu'elle opérait du lundi matin avec deux jeunes chirurgiens aussi courageux qu'elle, jusqu'au samedi soir, nous l'avons équipée avec des équipements solaires de façon à ce qu'elle puisse avoir en continu une capacité d'intervention. Et cette femme, je le cite parce que pour moi, c'était une fierté tout à fait extraordinaire d'avoir une compatriote qui, avec une discrétion absolue, fait le même travail que le docteur Mukwege en dépit de son âge avancé. J'ai été ambassadeur, mais je suis d'abord économiste, donc je vais, pour parler du Congo, car avec le professeur Ndewel, nous allons maintenant vous parler du Congo, et je vais vous parler du Congo sur la période 1996-2014, c'est la période que je connais le mieux. J'ai été en poste donc dans ce formidable pays
Comme Français, j'ai été responsable je représentais le Conseil de sécurité, puisque au sein du Conseil de sécurité, c'est la France qui suit le dossier des Grands Lacs. Et donc, j'ai été amené en permanence à séjourner dans la région est du pays. Mais je suis en même temps professeur d'économie et c'est plus fort que moi. J'ai une façon un peu partiale de voir les choses et de chercher quelles sont les racines économiques, en particulier des conflits. Et nous, économistes, on s'inspire d'un modèle qu'on appelle le modèle de la convoitise. Pas ces détails, mais qui dit en gros que l'exportation de minerais, et je vais y venir, accroît dans un territoire donné les risques de guerre de 4 manières. Le financement des rebelles et des armes, l'aggravation de la corruption de l'administration, le financement, la hausse des incitations à la sécession, à la balkanisation, et enfin l'augmentation de la sensibilité de la population au choc exogène, leur très grande vulnérabilité. C'est sur la base de ce type de modèle que j'ai été amené à travailler plutôt en tant que chercheur, que diplomate, sur ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, dans les provinces de l'Est. La première observation que je fais, c'est que l'atroce génocide qui emporta le Rwanda pendant les 3 mois de 1994 restera longtemps présent dans la mémoire collective, la mémoire universelle, comme une lourde culpabilité collective. Mais pourquoi oublie-t-on les suites de ce génocide dans le pays voisin? Il y a un peu 2 poids, 2 mesures. Le Zaïre, qui devint ensuite le Congo, n'est pas parvenu, après 25 ans, à traiter ce que la journaliste belge bien connue, Colette Braeckman, nomme les métastases du génocide rwandais. Pourtant, les faits s'imposent, les récits sont convergents sur l'extrême barbarie qui régna et qui continue de régner, comme je viens de vous l'illustrer, au Congo depuis le drame rwandais. Et la juste compassion que nous éprouvons à l'égard des victimes du génocide rwandais n'exclut pas de dénoncer les atrocités commises depuis. Rappelons rapidement les faits. En 4 jours, en juillet 1994, 1,5 million de Hutus rwandais convergèrent vers la ville frontalière de Goma. Ils fuyaient les conséquences de la tragédie que certains d'entre eux avaient provoquée. La catastrophe humaine représentée par cet influx dans les provinces de l'Est sera le signal du transfert ancestral du conflit ethnique rwandais au Congo. Petite observation d'ambassadeur, il se trouve que je travaillais beaucoup à Goma, évidemment, et que les récits que j'ai eus de Rwandais, de Congolais et de Belges sur l'intervention turquoise à Goma pour lutter contre l'épidémie du choléra qui sévissait a été et toujours jugée comme étant extrêmement courageuse. Personne ne voulait y aller. Il n'y a que des militaires français qui ramassaient les corps dans le lac Kivu, qui inondaient le lac Kivu. C'est très, très... Ça aussi, c'est des moments un peu de fierté lorsque vous représentez votre pays et que vous avez des récits tout à fait, de situations tout à fait exemplaires, de comportements exemplaires de la part de nos militaires. En 1996, donc 2 ans après le génocide, appuyés par les armées du nouveau régime de Rwanda et par l'Ouganda, luttant contre le régime de Mobutu, les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, de Laurent Désiré Kabila, progressaient rapidement dans les régions orientales, allant jusqu'à Kinshasa, comme vous le savez. La descente aux enfers fut cruelle. Il en résulta tant d'agressions et de violences dans un contexte de misère généralisée que cela ne pouvait conduire qu'à un nouveau désastre humain, cette fois-ci en terre congolaise. Certaines estimations des conséquences effroyables de ce qui s'est passé à partir de 1996 pour l'ensemble du pays donnent des chiffres épouvantables. On parle de près de 5 millions de morts excédentaires ou de décès excédentaires. C'est une formule de démographe qui est un peu cynique, c'est-à-dire des morts additionnelles par rapport au taux standard de mortalité dû aux conséquences des conflits.
Ces chiffres, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Vous pouvez les retrouver, par exemple, dans un document de la Banque africaine de développement de 2008. Évidemment, ce sont des estimations un peu grossières. On part de l'estimation de ce qu'aurait dû être la population du Congo et ce qu'elle était réellement pour dire qu'il y a un gap. Et ce gap résultant beaucoup de situations sanitaires déplorables, de la malnutrition, pas seulement de faits de guerre, ce gap serait aussi élevé que le chiffre que je viens de vous donner. La guerre dans le Congo a produit en termes de massacres la pire situation depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quelle est la raison fondamentale de cette situation, en tout cas pour un économiste? Eh bien, c'est le fait que le Congo regorge de ressources minérales. Je rappelle, 10% des réserves de cuivre dans le pays, dans la partie sud. Hop, non. Si je peux avoir un truc qui marche. Bon, pour faire simple, le Congo, ce scandale géologique, c'est d'abord le Katanga, le cuivre et le cobalt. Disons que c'est plutôt une exploitation, vous voyez au sud, c'est plutôt une exploitation, ça va, oui, c'est la bonne carte. Donc vous voyez la partie sud, c'est plutôt une exploitation de type industriel. Vous avez les fameuses réserves de diamants du Kasaï et de la région de Kisangani. Et puis enfin, vous voyez sur la partie est deux zones de forte densification, l'une dans les Kivu, où vous trouvez de l'or, de l'étain et de la cassitérite, et puis vous avez la partie de l'Ituri où vous avez de l'or. Donc ce pays bénéficie, de par sa nature, de richesses tout à fait considérables, et en particulier de minerais qui sont, comme tout le monde le sait, particulièrement utiles pour le développement de l'informatique et l'aéronautique. Il y a d'ailleurs une concordance entre l'augmentation des prix de ces produits et les convoitises organisées par différents groupes et le développement très, très accéléré des nouveaux médias et des nouveaux moyens informatiques, de la téléphonie mobile, etc. Alors, si on peut passer à l'autre, voilà. Alors, ici, vous avez la carte qui concentre les ressources minières sur les deux régions qui nous intéressent, le nord et le sud Kivu d'une part, et l'Ituri d'autre part. Et vous voyez que ce sont deux régions qui sont proches du Rwanda d'une part, proches de l'Ouganda et du Soudan de l'autre. Mais il n'y a pas que les ressources minières, mais il y a également des ressources importantes en bois, en particulier le parc de la Virunga, qui est très célèbre, qui est à la frontière de la RDC et du Rwanda, fait l'objet d'une exploitation abusive en termes de bois, mais également le vol de bétail, et puis toutes sortes de ressources qui ont pu être transférées, en particulier vers l'Ouganda et vers le Rwanda pendant cette période, la première période du père Kabila, dans les années 96, 97, 98, 99. Et on est arrivé à une telle situation que les Rwandais et les Ougandais, vous vous en souvenez, se sont battus en 99 à Kisangani. Et l'archevêque de l'époque, le célèbre cardinal Monsengo, m'a rapporté il était archevêque à l'époque à Kisangani, qu'il y a eu 400 000 morts à cette occasion, notamment dans les camps de réfugiés. C'est des chiffres tout à fait aberrants. Simultanément, alors, si on peut passer à la diapo, non, la deuxième, revenez en arrière. Non, celle encore avant. Voilà. Alors, toutes ces cartes viennent du ministère français des Affaires étrangères, ne sont pas à construction. Alors ici, vous avez la carte de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, telle qu'elle
tel que le pays se trouvait en 96, 97, 98. Et vous voyez l'occupation de groupes rebelles pro-rwandais. Plus au nord, l'occupation de groupes rebelles pro-ougandais. Et puis, une petite partie préservée qui était sous le contrôle de Jean-Pierre Bemba, qui fut un opposant notoire à Kabila père et à Kabila fils, mais qui contrôlait malgré tout cette province. Donc vous voyez qu'il y a une concomitance parfaite entre les territoires occupés par des troupes pro-rwandaises et pro-ougandaises et les ressources minières de l'Est du pays. Alors, plusieurs initiatives internationales ont tenté de mettre un terme à cette situation. L'accord de paix de Lusaka en 1999, puis Pretoria, puis Luanda en 2002. Il y a eu une relative stabilisation de la situation, mais elle ne fut pas durable. Les Nations Unies ont élargi le nombre de casques bleus, puisqu'on est arrivé au chiffre de 20 000. L'Est du Congo a compté le plus grand nombre de casques bleus au monde. Mais si vous faites l'histoire, là je passe sous le contrôle du professeur Ndewel, les casques bleus ont toujours été présents depuis 1960. Depuis 1960 en République démocratique du Congo, une espèce de continuité avec plus ou moins d'intensité. Donc il y a eu un contrôle et une exploitation des mines par les puissances étrangères, en particulier par les deux pays que j'ai cités, mais pas exclusivement. Le Soudan s'est également servi. Puis le Zimbabwe est rentré dans le pays. La Gécamine au sud a été sous le contrôle du Zimbabwe pendant un certain temps à l'époque de Kabila. Et puis les Angolais, vous voyez le Bas-Congo, qui est cette mince partie du territoire, qui est le seul accès à la mer, a toujours été l'objet d'une convoitise de la part de l'Angola, de façon à pouvoir rejoindre l'Angola et Cabinda de part et d'autre. Donc régulièrement, il y a eu des infiltrations également d'Angolais. Donc ce pays a été complètement démantelé. Je dois dire qu'à l'échelle de l'histoire, c'est un miracle, c'est absolument miraculeux que le Congo soit encore dans ses frontières aujourd'hui, après avoir vécu ce qu'il a vécu à la chute de Mobutu. Bien, ces ressources, alors c'est important de passer voilà, continuer. Comment sortent ces ressources? Bien, ici, vous avez les différents canaux, les différents corridors qui organisent la sortie des ressources des provinces de l'Est. Il y a un corridor qui passe par Kampala et qui débouche sur Mombasa au Kenya. Il y a un corridor qui passe par Kigali et qui peut reprendre le corridor jusqu'à Mombasa ou descendre vers Dar es Salaam. Et puis, il y a un corridor qui passe par le Burundi. Ce sont des corridors extrêmement bien organisés, très spécialisés dans la nature des produits exportés. Il est évident que c'est beaucoup plus facile d'exporter de l'or que de transporter de la cassitérite, parce que ce sont des sacs. Voilà. Donc tout ceci est parfaitement organisé, et à l'échelle du... Alors si vous pouvez passer la diapo après, s'il vous plaît, merci. Ça vous donne encore une image plus explicite. Donc il y a je dirais une extraversion totale de l'activité minière du Congo par rapport au pays. Voilà. Alors, où vont après transformation, une bonne partie de cette, en particulier de la cassitérite et de l'étain, est transformée soit à Kampala, soit plus à Kigali. Kigali, le Rwanda a toujours exporté beaucoup plus de minerais qu'il n'en produisait. Le Rwanda était d'abord un producteur de thé. Puis quand vous regardez les statistiques de l'OCDE, de la Banque africaine de développement, vous voyez tout d'un coup que c'est un exportateur de minerais. Donc il y a quelque chose d'assez insolite. Donc il y a une première transformation qui se fait à Kigali, qui permet de labelliser le produit Made in Ghana et d'organiser sa sortie. Alors, il y a une prise de conscience, à partir de 2010, une prise de conscience internationale de la violence qui résulte de cette exploitation illégale des ressources minières du Congo. Cette prise de conscience qu'on a retrouvée autrefois sur la situation au Libéria, les diamants du sang, je vous le rappelle,
a amené un certain nombre de pays, en particulier les Américains, qui ont été les premiers à prendre des mesures. On appelle ça la loi Dodd-Frank, qui est un rajout à une loi budgétaire qui a été votée en 2010, mais mise en place en 2013, et qui impose aux industriels américains qui utilisent ce type de minerai, pour des composants électroniques par exemple, de donner l'origine exacte, de prouver l'origine exacte du minerai en question, et notamment d'indiquer qu'il n'est pas générateur, qu'il n'a pas été générateur d'une violence en amont de son exploitation. Cette loi a eu beaucoup de difficultés à se mettre en place, mais elle s'est mise progressivement en place. Moi, j'ai assisté à des travaux, en particulier d'une équipe allemande, sur la question de la traçabilité, parce que c'est évidemment très, très compliqué, surtout dans des zones d'insécurité très fortes, de faire ce travail. Mais ça a eu un impact. L'Union européenne, la Commission européenne a été un peu plus timide sur cette question de la traçabilité, se contentant de vérifier une vingtaine de sites sur les 200 sites sensibles, sous contrôle de groupes rebelles et de l'armée, parce que l'armée congolaise aussi ne se prive pas de contrôler un certain nombre de sites miniers. L'Union européenne a été un petit peu plus timide. Mais ça induit très, très, très certainement une modification dans l'attitude du Rwanda qui a dû considérer, c'est une hypothèse que je fais, que ça y est, la rente minière était acquise, on n'en a vraiment plus besoin de passer par l'exploitation de cette rente minière pour assurer le développement du pays. Pour un économiste, ça ressemble à un modèle qu'on enseignait autrefois, qui était ce qu'on appelle le modèle d'accumulation primitive, qui raconte l'histoire des premiers moments de l'industrialisation en Grande-Bretagne. Ben là, c'est comme si le Rwanda avait conquis une ressource financière par ce truchement-là, et que maintenant, pour éviter d'être pénalisé à l'échelle internationale, pouvait s'en priver et s'orienter vers un autre modèle de développement. Si vous pouvez me passer les 2 diapos. Alors, ça, c'est un graphique que j'ai fait spécialement pour vous, qui est le flux d'aide extérieure, d'aide publique au développement, qui est accordé au Rwanda et qui est accordé au Congo. Par tête, évidemment, j'ai divisé par tête. Et ce sont des chiffres officiels de l'OCDE. Vous avez en bleu donc l'aide au Rwanda et en rouge l'aide au Congo. C'est une traduction de ce qu'on pourrait appeler le Congo bashing. Le Congo est encore victime, de nouveau, comme il l'a pratiquement toujours été depuis l'indépendance, d'une certaine forme de mépris des bailleurs de fonds internationaux. Et en revanche, le Rwanda a bénéficié depuis le génocide, je ne discute pas la légitimité de cette situation, de ce que j'appelle une rente compassionnelle, en particulier des bailleurs de fonds anglo-saxons et scandinaves. Il y avait la culpabilité ressentie à la suite du génocide, s'est traduite par une aide publique qui est tout à fait considérable, comme vous pouvez le voir. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que le Rwanda peut aussi se libérer progressivement de cette rente compassionnelle, étant parvenu à un stade de développement que vous allez voir tout de suite au travers un dernier tableau. Ça sera le dernier, c'est promis. Voilà, ça c'est l'évolution du PIB par tête en dollars, en parité du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on élimine les différences de prix, entre 2 types de pays. Vous avez en bas le PIB par tête du Congo et le PIB par tête du Burundi, stagnant, sur la période 94-2018, stagnant. Aucune amélioration des conditions de vie dans ces 2 pays. Vous regardez le PIB par tête du Rwanda, sur la période 94-2018, il a augmenté de 6, il a été multiplié par 6. Et pour l'Ouganda, il a été multiplié par 3. Voilà, je ne tire pas davantage de conclusions sur la réalité de ces chiffres, mais vous avez une disparité. Et encore une fois, pour l'avoir vécu auprès d'amis congolais, mais le professeur Ndewel en dira beaucoup plus que moi là-dessus, c'est vécu comme une profonde injustice de la part des Congolais, cette situation. J'en termine juste pour une remarque. Il se trouve que le président français, le président Sarkozy, est venu au Congo en 2009. Là, il est venu en mars 2009. Et j'ai eu un peu en catastrophe à préparer son discours, bien évidemment.
dans lequel il a déclaré au passage que le premier pays francophone du monde était désormais le Congo, puisque d'après les statistiques des Nations Unies, le Congo avait dépassé la France, autour de 60 millions d'habitants, le 1er janvier 2019. Donc, 2009. Donc c'était formidable de pouvoir donner cette information, même si les statistiques sont ce qu'elles sont. Mais très vite, parce qu'il y avait un malaise qui s'était créé à la suite d'une déclaration de notre président, à la suite de vœux au corps diplomatique, où on avait laissé entendre qu'il y a un pays petit mais très dense en population et à côté un grand pays, vaste pays, mais largement vide. Et ça avait créé un malaise. J'avais été convoqué immédiatement par le ministre des Affaires étrangères pour demander des explications. Et donc j'ai eu quelques nuits pour écrire un plan de développement régional pour la région des Grands Lacs, impliquant non seulement le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Congo, mais également la Tanzanie, qui est un acteur important et qui reçoit d'ailleurs beaucoup de réfugiés, mais également le Kenya, parce qu'il se trouve que j'avais été ambassadeur au Kenya et que j'avais un certain nombre de liens. Et donc, tout reposait sur la coopération régionale et un certain nombre de projets. Certains vont se mettre en place d'ailleurs, notamment dans le lac Kivu, dans le lac Albert, et sur une dynamique qui reposait sur l'identification des acteurs qui ont intérêt à la paix. C'est pas si facile que ça, parce que dans une économie de guerre, vous rencontrez beaucoup de gens qui ont intérêt à la guerre, à la perpétuation de la guerre, parce qu'elle est génératrice de ressources et de revenus et de profits divers et variés. Et donc, ce projet existe. J'entends à certains moments qu'il y a une relance de la communauté économique des pays des Grands Lacs, la CEPGL, parce que les institutions existent. Voilà, donc ceux qui seraient intéressés à l'occasion, ce n'est pas l'objet de ce colloque, mais il existe un projet français visant à trouver une solution pour une paix durable. Alors on sait parfaitement, hein, c'est une espèce d'équation, et je termine là-dessus, dévoilée par les économistes, le temps pour construire la paix est égal au temps qu'il y a eu de la guerre. Malheureusement, nous connaissons depuis au moins 25 ans une situation extrêmement grave dans cette région. J'espère qu'il ne faudra pas 25 ans pour construire la paix durable dans ce pays. Je vous remercie.